Moi, ce que je cherche, c'est retrouver ma véritable identité et je me battrai jusqu'au bout pour ça. On nous a arrachés à notre île. Ma vie s'est arrêtée, d'un coup. Quand je suis venue en France, pour moi... Où sont mes racines? D'où je viens? Qui je suis? On a beaucoup pleuré parce que notre maman nous manquait. J'ai une haine de ce qu'on m'a fait. On ne peut pas faire des choses comme ça à un enfant. C'est une page sombre de l'histoire française. On ne veut pas en parler. C'est vraiment un sujet tabou. Jean-Charles, Marlène, Valérie, Marie-Jeanne, ils font partie de ces enfants arrachés à leur île dans les années 60. Pendant près de 20 ans, de 1963 à 1981, plus de 2000 mineurs réunionnais ont été transférés en métropole. Une politique migratoire lancée par Michel Debré, alors député de l'île de la Réunion. On promettait aux parents une vie meilleure pour leurs enfants, des études, une situation, mais la réalité fut tout autre. Et surtout, les petits Réunionnais n'ont jamais revu leur famille ni leur île. Aujourd'hui, ces enfants devenus adultes cherchent à remonter le fil de leur histoire. En février 2016, une commission d'enquête a été lancée par le ministère de l'Outre-mer. C'est un espoir pour tous ces déracinés qui cherchent à recomposer leur passé. Quand j'ai quitté La Réunion, j'avais 13 ans et c'était un dimanche après-midi, le 9 octobre, qu'on est parti. Quand on avait pris le Boeing 707, le Super Constellation, que ça s'appelait à l'époque. On n'avait pas peur, c'était comme un grand appartement dedans. Moi, je ne sentais pas qu'on volait. Sauf quand on nous disait de regarder par le hublot, quand on est passé sur les neiges du Kilimandjaro, des trucs comme ça. C'est un souvenir, ça je m'en rappelle, c'était beau. Et nous sommes arrivés à Orly le lendemain vers 10h30, 11h. Et là, ils ont refait des tris. Pour la Lozère, la Corrèze, la Creuse, tous ces départements-là, quoi. Et moi, je me suis retrouvé avec mon frère dans celui de la Creuse. À l'époque, pas moins de 60 départements accueillent en foyer les jeunes Réunionnais. Beaucoup atterrissent dans la Creuse, à Guéret, commune rurale et agricole de 11 000 habitants. 50 ans plus tard, à la recherche de leurs racines et de leur famille, les anciens transférés se sont réunis en association. Aujourd'hui, comme pour exorciser le passé, ils reviennent là où tout a commencé, au foyer de Guéret. Dès qu'on est arrivé, il faisait froid, il commençait à tomber de la neige. Nous, on croyait que c'était du coton qui tombait. Hein. Alors, vous voyez un petit peu l'ambiguïté. Oui, c'est ce qu'on a cru. Et puis, on était en savate, on est arrivé en savate, en petite tenue d'été là, de la Réunion. Et puis, si je te rappelle, là au-dessus, là, il y a une banderole, c'est écrit « Bienvenue aux Réunionnais ». Oui. Juste au-dessus, là. Mon arrivée ici, c'était émouvant. C'est de voir ce bâtiment tout grandiose et tout, rentrer dans ce hall, et qu'il y avait plein de matelas et tout, et du monde partout, quoi. Là, il y avait des matelas partout. Ah oui. Vous pouvez à peine passer. Dès l'entrée? Dès l'entrée, oui. Et puis dans tout le couloir, jusqu'en bas partout. Et là, de ce côté, pareil. À peine arrivés, les jeunes sont divisés en groupes. Certains restent au foyer, d'autres sont placés en famille d'accueil. Comme Valérie, arrivée à Guéret à l'âge de 3 ans. Ça me fait
Beaucoup d'émotions parce que c'est la première fois que je reviens ici depuis cet exil. J'avais complètement occulté j'avais pas envie, quoi. J'avais vraiment pas envie de revoir ça et c'est la première fois aujourd'hui que je reviens sur les lieux où je suis arrivée la toute première fois. Franchement, j'ai le cœur qui a mal, qui souffre. Mais bon, c'est le passé maintenant. Il faut aller vers l'avenir. A priori, voilà, j'ai dû dormir par terre. Le déracinement, une blessure inguérissable. Aujourd'hui, Valérie est une figure importante de l'association. Elle se bat pour aider tous ceux qui, comme elle, ont été arrachés à leur île. Les enfants débarqués en métropole étaient déclarés pupilles de l'État. Pourtant, beaucoup avaient de la famille à La Réunion. Comme sur ces images, Marlène, arrivée à Guéret à 15 ans. Aujourd'hui, elle en a 66. Je n'ai pas oublié. On ne peut pas oublier. J'aurais aimé qu'il y ait plus de Réunionnais qui ont vécu ici, qui soient là. Mais je sais qu'il y en a qui sont décédés. Il y en a qui n'ont pas supporté de vivre cette vie qu'on a eue, qui se sont suicidés. Parce qu'il y en a eu. Voilà. Là, c'est dur quand on apprend qu'on a vécu avec eux et qu'ils ne sont plus là. Certains. Voilà. Moi, je suis encore debout parce que j'ai cette force de caractère. Ça me fait avancer d'avoir revu où j'ai vécu. Voilà. On était tous réunis là, ici, et ils étaient en train de trier ceux qui pouvaient continuer l'école et ceux qui allaient être placés dans des familles. Mais moi, je ne savais pas que j'allais être placé dans une ferme. Je croyais que c'était des familles d'adoption. Et donc, ils regardaient aussi la carrure et tout, pour pouvoir nous placer dans différents métiers, boulanger ou fermier ou autre chose. À l'époque, ces garçons sont une main-d'œuvre bienvenue. C'est sur de véritables critères physiques qu'ils sont distribués aux familles. Ils disaient, toi, tu vas à droite, toi, tu vas à gauche, à chaque enfant. Sans d'autres explications. Et puis un mois après, les gens venaient, là, tire-larigot, ils venaient nous chercher. Finalement, ce qui devait être une chance pour les petits Réunionnais sera pour beaucoup une descente aux enfers. Il m'a dit, tu prépares ta valise, tu t'en vas avec ces gens-là, c'est une nouvelle famille pour toi. Et on est arrivé le soir à la ferme. Alors moi, j'étais content d'arriver à la ferme. J'ai dit, un tracteur, tout ça, je vais pouvoir conduire le tracteur de temps en temps et tout. Et le soir, donc le monsieur, il m'a emmené dans ma chambre. C'est la seule nuit que j'ai couché dans une chambre. Et je lui ai dit, demain, je vais à l'école. Ah, il m'a dit, non, non, et si tu n'es pas venu pour aller à l'école, tu es venu pour faire les travaux de la ferme. J'avais 13 ans, donc je prenais le travail à 5 h du matin. Je m'occupais des vaches et après, je m'occupais des moutons. Donc c'est un travail qui me prenait de 5 h du matin jusqu'à 8 h 30, voire 9 h. Et après, c'était le travail dans les champs. Il n'y avait pas de pitié. Même si j'avais des douleurs, ils s'en foutaient totalement. Ils s'amusaient à récupérer les crottes de mouton, ils les mettaient dans la bouche. Ils me disaient, mange, c'est du réglisse. Ah ouais. Donc c'est des choses qu'on ne fait pas à un enfant. C'est là que j'ai compris que j'étais le petit esclave, quoi. Du côté officiel, on affirme que le travail de la terre représente une formation en soi. Tandis que les garçons arrivés à Guéret sont envoyés dans les campagnes, les jeunes filles, elles, sont placées en famille d'accueil ou chez les religieuses. Avec souvent le même mot d'ordre, tirer un trait sur leurs origines. Lorsque je suis arrivée à Guéret, j'ai rencontré plein d'enfants de l'île de la Réunion. Il ne fallait pas qu'on parle créole, on n'avait pas le droit de parler notre langue. L'assistante sociale a voulu me placer chez un docteur à Bourganeuf.
J'ai fait le mur, la nuit, quand tout le monde dormait. Je suis descendue tout doucement avec mon petit ballot de linge. J'ai fait ça, et puis je suis revenue au foyer. Mon histoire personnelle, c'est tout simplement 6 frères et sœurs qui ont été arrachés à leur famille pour atterrir en Creuse. Nous avons tous été séparés, arrivés à Guéret. Après, j'ai atterri dans une famille d'accueil où j'ai été maltraitée pendant 4 ans. Mon refuge, c'était la table, sous la table, voilà. Je me réfugiais sous la table parce que pour moi, c'était le seul endroit où je me sentais en sécurité par rapport aux violences du père. Maltraitance, exploitation, racisme, pour beaucoup de ces jeunes réunionnais, l'enfance a été ponctuée de drames. Ma sœur a subi un viol. J'entendais les marches des escaliers qui craquaient, puisque c'était du bois. Et donc tous les matins, à 3 heures, c'était... Il descendait, puis il l'embêtait, puis il la giflait pour qu'elle fasse des choses. Et j'étais à côté et j'étais tétanisée. Les enfants réunionnais comme nous, on n'a pas fait notre chemin très facilement. Moi, ça m'a amené quand même 4 fois en hôpital psychiatrique. Et oui. Depuis ça, le temps a passé, il reste plus qu'un doux souvenir. Quand il pense, mon cœur est brisé, tout ici va, l'histoire l'infini. Des fleurs fanées, des fleurs aimées, dis à moi toujours. Comment notre République a-t-elle pu, pendant près de 20 ans, forcer à l'exil des centaines de mineurs? À l'époque, cette politique migratoire se veut pragmatique. Au début des années 60, la Réunion traverse une crise sanitaire et sociale sans précédent. C'est une île très pauvre. L'économie est fondée sur la monoculture de la canne à sucre. Les observateurs de l'époque parlent d'une île du tiers-monde, terme dont on a un petit peu oublié le sens général. Mais dans les années 50 ou 60, une île du tiers-monde, ça veut dire très peu de ressources, beaucoup de chômage, peu d'équipements et puis des problèmes sociaux importants. Il y a 10, 12 enfants par famille, et quand les parents n'ont pas de travail, quand il y a beaucoup d'enfants, avec parfois des problèmes d'alcoolisme ou de chômage, ça peut faire des situations locales très, très douloureuses. Et c'est là-dessus qu'il faut comprendre le transfert forcé des enfants dans les années 60. À l'origine de ces transferts forcés, Michel Debré. Élu député de La Réunion en 1963, l'homme d'État gaulliste peut mener sur cette terre les grands combats de sa vie. Progrès social, modernisation économique, grandeur de la France. Chers compatriotes, je connais, et en métropole on connaît, vos difficultés, vos problèmes. On sait qu'il existe encore ici beaucoup de misère. Michel Debré se positionne comme le sauveur de l'île. Pour lutter contre le péril démographique, il crée le Bumidom, bureau qui encourage la migration des travailleurs d'outre-mer en métropole. Mais très vite, ce Bumidom prend pour cible les enfants qui sont envoyés dans les campagnes françaises. Il faut tenir compte de la situation en France. On est au début des 30 Glorieuses, l'essor de la croissance, l'exode rural. Les campagnes se dépeuplent. Et l'idée de Debré, complètement stupide, c'est de dire la population des campagnes diminue, comme la population de la Réunion augmente, eh bien on va prendre ce surplus, comme il disait, de population, et on va repeupler les campagnes en France. Michel Debré et l'État français, au nom d'un principe républicain, a organisé une espèce de vaste tromperie.
c'est vraiment quelque chose de tragique parce qu'on voit que les familles font confiance à l'État et acceptent de confier leur enfant parce que les mères ou les parents pensent que les enfants vont partir seulement quelques mois pour les études. Et en fait, les autorités locales savent très bien que les enfants partent avec un aller simple. Un aller simple et au lieu de grandes études promises, une réalité bien moins glorieuse. J'ai fait un brevet d'apprentissage ménager agricole et j'ai eu mon brevet professionnel agricole. Ça mène à rien en plus. Moi, j'ai toujours voulu rentrer dans l'armée. C'était un truc qui me plaisait, ça m'attirait, l'armée. Et j'ai voulu, mais ici en France, on me l'a refusé. Comme moi, je voulais faire dessinateur industriel, je voulais faire architecte. J'ai pas eu cette occasion-là, alors que j'étais très bon en dessin. Aujourd'hui, ce qui est difficile de parler, c'est ce qu'ils ont fait de nous. La vie qui nous a été promise et puis qu'ils n'ont pas respectée. Voilà. On ne promet pas à un enfant l'Eldorado, déjà qu'il est petit et tout, il ne comprend pas, et qu'on le place ici, dans une ferme, à travailler comme un noir, comme on dit. Il n'y a pas d'autre mot, de toute façon. J'aurais préféré rester vivre à La Réunion dans la misère. Peut-être que je n'aurais pas réussi, peut-être que je n'aurais pas le niveau que j'ai là aujourd'hui. Mais en fin de compte, on aurait vécu tous ensemble, frères et sœurs. Une ancienne institutrice qui souhaite rester anonyme a été témoin de ce scandale d'État et de ces années sombres. Elle travaillait dans un foyer qui accueillait des enfants réunionnais dans les Alpes de Haute-Provence. Je pense qu'on avait dit aux parents qu'on allait leur donner une éducation et un métier. Et comme en 2 ans, il ne s'est rien passé, mais ils n'ont pas appris grand-chose. Mais de toute façon, compte tenu du peu de choses qu'on leur faisait faire, je ne vois pas très bien ce qu'ils ont pu devenir. Il aurait fallu leur trouver vraiment des activités. Et on faisait vraiment plus du gardiennage qu'autre chose. C'était un peu n'importe quoi. Je pense qu'il y avait un profond mal-être. Déjà, il y avait les plus grands qui continuaient à faire pipi au lit, ce qui montrait qu'ils avaient un problème psychologique. Ils faisaient des cauchemars la nuit et c'était toujours difficile de les calmer. Les plus petits avaient évidemment le cafard et avaient envie de repartir. Bon, auquel cas, le directeur venait leur dire que c'était pas possible ou que dans quelques mois, ce serait possible peut-être d'aller voir la famille. Mais ça, on avait l'impression que c'était du flou artistique. Ma conscience me reproche d'avoir participé peut-être à petite échelle à ce trafic, puisqu'il faut appeler les choses comme elles sont. Un trafic d'enfants. Déjà, en 1968, le journal Témoignage, celui des communistes réunionnais, dénonce ce scandale d'État. Les publications se multiplient jusqu'en métropole. Ces enfants ne cessent de dire qu'ils veulent rentrer et Michel Debré fait la sourde oreille. On sait très bien qu'il a, dans les années 60 et 70, sur son bureau, des lettres ou des rapports qui montrent que l'opération qu'il a orchestrée est en train de rater. Dans un courrier adressé à Michel Debré, le directeur général de la santé, Pierre Denoy, condamne la migration des pupilles. Il va jusqu'à employer le mot « déportation ». Michel Debré ne veut rien entendre, sa réponse est sans appel. L'envoi des pupilles est une action marginale. Elle n'est pas moins fort utile pour des enfants dont l'avenir dans cette île serait incertain. Et elle a donné, au cours de ces dernières années, les meilleurs résultats. Rien ne semble pouvoir contraindre la politique de Michel Debré. Ceux qui la contestent sont d'ailleurs mis rapidement sur la touche. C'est ce qu'a vécu l'ancien directeur du foyer de Guéret, Alix Oer, aujourd'hui décédé. J'ai fait des démarches auprès des élus de l'époque. J'avais demandé la mise à leur disposition d'un avion militaire pour pouvoir les ramener à La Réunion en vacances, quelque temps. Il m'a répondu que, vu les accords passés avec Air France, ce n'était pas possible de disposer d'une ligne aérienne pour les ramener.
J'ai assisté, mes démarches ont été retournées auprès de la préfecture d'ici. Et quand les autorités locales ont compris que je bougeais un petit peu, peut-être je bougeais un peu trop, ils ont mis un terme à mon contrat de direction de foyer. Ce n'est qu'en 1982, sous le gouvernement Mitterrand, que le programme est arrêté. Et, enfin, le 18 février 2014, l'Assemblée nationale reconnaît la responsabilité morale de la France dans cette affaire. Mais les victimes de ce scandale d'État sont bien plus nombreuses qu'on peut l'imaginer. Ça fait 15 ans en fait que j'y pense, depuis que j'ai 15 ans. Je me lève aujourd'hui en pensant à ça, je dors en pensant à ça, tout en sachant est-ce que je vais arriver au bout de mes recherches. Magali fait partie de ces familles brisées par ces transferts d'enfants. À 7 ans, son père a été séparé de ses frères et sœurs qui ont été envoyés en métropole. Aujourd'hui, Magali essaie de comprendre son histoire. J'ai appris que j'avais des oncles et des tantes qui avaient été adoptés. De quelle manière, je ne savais pas. Ça a toujours été un grand mystère pour moi. Je me demandais pourquoi ils avaient été adoptés, quelle était la raison, pourquoi mon père, lui, n'avait pas été adopté. J'ai reçu cette photo, c'est ma tante Hélène qui me l'a envoyée. J'ai eu les larmes aux yeux parce que j'attendais de mettre un visage, en fait. Quand j'ai reçu cette photo, ça a pris en fait un sens. Je me suis dit, c'est eux, ils sont en chair et en os sur cette photo. Donc ils existent vraiment, finalement. La grand-mère de Magali, Angela, vit encore à l'île de la Réunion. C'est elle qui a tout raconté à sa petite-fille il y a quelques années. L'histoire commence en 1966. Sur cette photo, donc, on voit donc, la fratrie. Donc ma grand-mère avec mon père et ses sœurs, donc devant la boutique familiale. Il y a eu un lancement de programme HLM sous Michel Debré. Donc ils ont décidé de raser une partie des pavillons et autres, des habitations. Du coup, mes grands-parents ont tout perdu. Ils ont perdu leur habitation, ils ont perdu leur commerce qui faisait vivre leur famille. Ma grand-mère était vraiment dans le désarroi. Elle ne savait pas quoi faire. Elle n'arrivait plus à nourrir ses enfants, donc il fallait trouver une solution rapide. Il y a une assistante sociale donc, qui est allée voir ma grand-mère et donc qui lui a proposé de placer ses enfants à l'assistance publique. Elle a accepté de placer ses enfants temporairement et elle a signé des papiers, mais ces papiers qu'elle a signés, elle n'a même pas eu le temps de les lire parce qu'on lui a arraché aussitôt. À cet instant précis, sans le savoir, Angela signe la perte de ses enfants. Elle tenait quand même à aller voir ses enfants au moins une fois par semaine. Je crois qu'ils ont dû rester peut-être 15 jours. Et un jour, en y allant, leur rendre visite, ils n'y étaient plus. On lui a dit « Ils sont partis, madame. Ils sont partis. » Et de là, elle a compris que c'était fini. Depuis, Angela n'a jamais revu ses enfants. Malgré les années, ce drame continue de hanter la famille de génération en génération. C'est aussi mes racines, donc c'est aussi mes origines par rapport à la Réunion, etc. Et donc je pense que pour se construire, on a besoin de connaître ce qui s'est passé réellement. En tout cas, moi, j'en ai besoin. Les dossiers administratifs des oncles et tantes de Magali, comme tous ceux des enfants transférés, sont en théorie conservés au Conseil général de l'île de la Réunion. Magali est décidée de s'y rendre, en espérant retrouver la trace de ses proches disparus. Je vais voir ma grand-mère. Je suis remplie de joie et en même temps plein d'appréhension. Là, je pars vraiment pour aller au Conseil général pour récupérer ces dossiers. Ce voyage, comme je disais, c'est vraiment un devoir de mémoire. Tout le monde a besoin de savoir. Je le fais pour ma famille, mais je le fais aussi pour tous ceux aussi qui n'osent pas aussi se battre pour leurs droits et pour l'histoire. Et je pars dans l'espérance qu'il se passe... que ça se passe bien, que tout se déroule comme prévu, que je puisse ouvrir les dossiers et connaître leur identité. Mais je me prépare aussi à l'éventualité que ça ne puisse pas se faire. Plus qu'un voyage, il s'agit d'une quête, une mission que Magali mène avec ferveur, pour elle, mais aussi pour son père.
Je pars seule parce que je pense que mon père, il n'est pas prêt. Je pense que c'est trop douloureux pour lui. Et je pense qu'il n'aura pas la force. Il n'aura pas la force de le faire. Déjà, moi, c'est dur pour moi. J'ai pas vécu cette histoire. Mais lui qui l'a vécu, je pense que ça serait encore trop de mauvaises choses pour lui. Trop de souffrance. Dans quelques jours, Magali verra peut-être son destin et celui de sa famille bouleversés. À 9000 km de là, l'île de la Réunion accueille la commission mise en place en 2016 par le ministère de l'Outre-mer. Ils sont historiens, sociologues et hauts fonctionnaires et ont pour mission de faire la lumière sur l'exil forcé des enfants réunionnais. Eh bien, nous arrivons aujourd'hui, je parle sous le contrôle de nos collègues historiens, au chiffre de 2150 départs. 2150 départs sur les 1615 qui étaient annoncés. L'enjeu étant quoi? Étant de réfléchir à un lieu mémoriel, à des conditions d'accès au dossier. Car les anciens exilés attendent des réponses. Leurs dossiers administratifs sont souvent inaccessibles, égarés, parfois même inexistants. La commission est censée pouvoir aider ces déracinés dans leur démarche. Que tous celles et ceux qui souhaitent accéder à leur dossier puissent en avoir les moyens, y compris le billet d'avion, y compris l'hébergement. Que tout soit mis en œuvre pour que chacune et chacun puisse avoir connaissance de son histoire. Et Magali fonde beaucoup d'espoir sur cette commission. Pour la jeune femme, c'est le grand jour. C'est ce matin qu'elle retrouve sa grand-mère. Depuis ce matin, je suis réveillée à 5h du matin, j'espère te voir. Ça va, mamie? Où ça irait qu'il est? Ma grand-mère, c'est la dame qui est là. Vous nous la présentez un peu? Eh ben, mamie, elle va fêter ses 80 ans à la fin de l'année. Et si je suis venue aujourd'hui, c'est pour l'aider à retrouver ses enfants. Magali n'a pas fait le voyage seule. Elle est accompagnée de Valérie et d'un autre ancien mineur transféré, Jean Thierry. Grâce à des dons, l'association de Valérie a pu leur financer des billets d'avion. Vous nous faites des présentations? Mon parrain, Valère. Valère, qu'est-ce que ça vous fait de revenir à La Réunion à chaque fois? Ça me fait chaud au cœur, ça me fait beaucoup d'émotions. Savoir que je vais retrouver ma famille, c'est grandiose. Et mes compatriotes aussi qui sont là. Valérie est déjà revenue plusieurs fois sur son île natale. Elle y a retrouvé une partie de sa famille. Et c'est bien ce qu'espère faire Jean Thierry, envoyé en France à l'âge de 7 ans. C'est la première fois que je reviens à La Réunion, après 50 ans. Et ça me fait... Vous n'êtes pas jauni au moins, mon petit jauni? Ah non, je pense pas. J'avais plus revu mon petit garçon. Non, disons 50 ans, ça fait une drôle d'impression. Il reste des images quand même, il reste une impression, il reste des sensations qui fait que quand j'arrive, je vois la montagne en sortant de l'aéroport. Il y a quelque chose qui remonte. Jean Thierry, Valérie, Magali et sa grand-mère, ils ont tous leur quête personnelle. Pour les accueillir, un pique-nique a été organisé avec les membres de la commission. Donc voilà, c'est ma grand-mère Angela Savrimoutou et c'est pour elle que je suis là. C'est pour qu'on recherche les enfants. Donc voilà, j'espère que cette commission pourra nous donner l'ouverture au dossier ou du moins juste des identités pour que ma grand-mère qui a 80 ans puisse au moins voir ses enfants avant de partir. Sans anticiper, parce que là, c'est un lieu festif. Oui. Et comme je vous l'ai déjà écrit, vous savez qu'il existe des lois, des règles. Je sais bien. Faites la demande. Et Oui. hélas, je crains, il y a un délai de 50 ans et seules les personnes peuvent consulter leur dossier.
Vous nous direz demain. Ok, bah écoutez, on garde espoir, on verra bien demain comment ça va se passer. C'est un coup dur pour Magali. D'après la commission, sa grand-mère et elle ont peu de chances de consulter les dossiers tant espérés. Le Code du patrimoine stipule que seuls les intéressés, les mineurs transférés donc, y ont droit. Moi, ce que ça m'inspire quand j'entends les lois, c'est que, voilà, il a dit on ne peut pas passer au-dessus des lois. Donc, c'est-à-dire que même eux, finalement, restent impuissants face à ces lois. Et oui, et quand il nous dit ça, bah, finalement, ça nous laisse très peu d'espoir pour les retrouver. Vous êtes en colère encore aujourd'hui? Ben oui, parce que ça me fait mal. Hein? Pourquoi au lieu de ramasser tous les petits enfants pauvres du pays pour amener là-bas, comme du bétail, ben dites leur maman aussi, s'ils n'ont pas les moyens. Viens avec pour meubler aussi là-bas et hein? Voilà. Qu'est-ce que tu penses? On aurait même travaillé la théa s'il faut. On aurait même travaillé la théa et meubler la Creuse, si vous voulez meubler la Creuse à l'époque. Il paraît que la Creuse, il n'y avait personne et alors il ramenait les enfants. C'est des bébés qui vont meubler la Creuse pour les trucs. Ils avaient d'autres choses derrière la tête. Hein? Ouais. Le temps passé n'a pas effacé la douleur d'Angela. Les dernières 24 heures avant leur rendez-vous au Conseil général vont être longues. Jean-Thierry a lui aussi prévu d'aller au Conseil général. Il a été envoyé en métropole avec sa sœur Patricia, avec qui il est toujours en contact. Jean-Thierry sait que sa mère est décédée, mais ici, il espère retrouver d'autres membres de sa famille. Ce midi, il y a aussi des déracinés qui sont revenus vivre sur leur île. S'ils sont présents au pique-nique, c'est parce que chaque rencontre est pour eux une occasion précieuse de s'échanger leurs histoires. Ça fait 49 ans qu'il n'a pas mis les pieds ici. Hein. C'est vrai? Mais t'es en France? Oui. T'es enfant de la Creuse, non? Si. Ah bon? Comment tu t'appelles? Jean-Thierry. Mais c'était Thierry Abrousse. Je m'appelais. Mais j'étais à Saint-Clar. Ah, d'accord. Tu étais où? Là, tu es là. Moi, 56. J'étais adopté dans une famille. Bien? Non, c'était mal passé. Mais j'ai suivi une scolarité, quoi, disons. Ah, t'as suivi la scolarité? Ouais. Maintenant, t'es marié? Non, je suis pas marié. Je suis pas marié, je suis pas d'enfant. Et tu vis où, en France? Oui, à Toulouse. Tu travailles? Ouais, je travaille. Dans quoi? Dans la finance. Ah, d'accord. Ouais. Tu gagnes ta vie? Oui, je gagne ma vie quand même. Et toi, tu... j'ai réussi, moi. Je me suis marié avec une fille riche. Ouais. J'ai des maisons partout. Je suis riche. Non, ma femme est riche. Ouais. Moi, j'avais rien. Alors voici Antoine Noireau, qui est là depuis peu. Hein? Oui, ça fait 6 mois. Et toi, tu as été exilé? J'étais exilé à Albi, dans le Tarn. Ouais. Directement dans une école d'agriculture. Et là, je suis resté 4 mois et ensuite, on nous a rapatriés à Guéret. Voilà. À partir de là, au bout de quelques semaines, j'ai intégré une ferme. J'étais fatigué, je n'en pouvais plus, et là, j'ai fugué. Je me suis débrouillé tout seul. J'ai cherché du travail par moi-même. Qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui? Le fait d'être revenu sur ton île? Je me sens d'un côté bien, mais quelque part, il y a toujours la colère. Ouais. Est-ce que tu te sens chez toi, là? Pas tout à fait. Je suis dans mon île, je suis né ici. Ouais. Mais vu que toute cette absence, là, que maintenant, je suis nulle part chez moi. En fin de compte, on a tellement été ballottés, c'est vrai, comme tu dis, ballottés, qu'on n'arrive pas à retrouver notre identité. On n'arrive pas à retrouver nos repères, puisqu'on n'a plus de repères, ni d'un côté, ni de l'autre. C'est vrai que c'est pas facile, hein, même quand on revient ici.
Les rues de Saint-Denis ont bien changé en 50 ans, mais il reste ces couleurs, ces odeurs, ces sons inscrits dans la mémoire des anciens exilés. Cet après-midi, Valérie et ses compatriotes reviennent sur les lieux de leur enfance volée. Avec Jean-Philippe, président de l'association, ils se rendent à la pouponnière où ils ont vécu, un pèlerinage chargé d'émotions. C'est... Ouh. Ouh là là. Ah ouais. C'est quoi la pouponnière? C'était C'est un lieu où on emmenait les bébés, les enfants, pour le transfert, en attendant le transfert à la métropole, vers la métropole, pardon. Mais voilà, donc... Tu t'es déjà revenu ici, toi? Jamais. Et je n'ai jamais voulu venir, un peu comme au foyer de Guéret, là. Il faut le temps au temps, il faut se dire que, voilà, je suis arrivée là à 3 ans. Alors que ça aurait pu être autrement, je pense. Ça aurait pu être autrement. Pour toi, Magali, c'est important de voir aussi ce lieu? Oui, parce que c'est là où tout a commencé, c'est le point de départ. Et je pouvais pas venir à La Réunion sans passer par là, savoir où ils avaient été. Attention derrière toi, ils avaient été. Pour les déracinés, souvent, le silence remplace les mots. Chez Jean Thierry, l'émotion traverse à peine l'armure créée au fil du temps. Je me remémore dans les souvenirs de ma grand-mère et de mon père. Il me parle d'une grande allée de rosiers. Et une cour intérieure? Et d'une cour intérieure avec une vierge. Et là, je viens d'apercevoir une vierge. Et ça correspond vraiment tout à fait à ce qu'eux m'ont décrit. Donc leurs souvenirs, même 50 ans après, ça correspondrait plus à l'intérieur. C'est ça, c'est cette vierge une cour intérieure. C'est ça. Et on peut pas rentrer là? J'ai sonné, mais... C'est très important de refaire chaque endroit où je suis passée pour arriver à me reconstruire, pour avoir enfin un petit peu d'identité. Savoir d'où je viens, ce qui s'est passé dans ma vie depuis cet exil. Merci ma sœur. Merci, faites comme chez vous, mais n'oubliez pas, vous êtes chez moi. J'avais 3 ans quand je suis venue. Et je sais qu'il y avait plein d'enfants qui étaient partis, on changeait les prénoms, on n'avait Voilà, pas le droit de dire. Ouais. C'est ça, j'en fais partie. Voilà. Ça a changé. Bonjour. Peut-être qu'elle s'est occupée de moi. C'est possible, on ne sait plus. Il y en avait tellement. On ne sait plus, il y en avait plein. Hein. Mais après, tout ça c'était dans le secret, on ne connaissait rien, nous. On avait la responsabilité, on appelait ça des box, on avait la responsabilité d'un box, on s'amusait avec les enfants. Mais sans plus, on ne connaissait pas les origines des enfants, on nous disait seulement, demain elle va partir, voilà, et puis c'est tout, on ne connaissait rien, tout était mystère. On a dû changer, il y en avait plein. Est-ce que vous avez connu 3 enfants qui s'appelaient Savri Moutou? Des petits métis malbar chinois. Et en principe, tout petits. C'est un petit peu mélangé. Ouais. Non, on m'en souvient plus. Non. Il y avait tellement d'enfants aussi, c'était plein d'enfants. Bon, je vous laisse. C'est quoi? Waouh! Ah, mais c'est pas clair. Plus qu'une soirée avant que Magali et sa grand-mère se rendent au conseil général. Cela fait 2 ans qu'elles ne s'étaient pas revues. 2 ans de recherche pour Magali auprès d'administrations qui n'ont rien donné. Alors, le conseil général est leur dernier espoir. Depuis qu'ils ont disparu,
Angela n'a jamais cessé de penser à ses enfants. J'ai amené des petites photos pour ma grand-mère. Ah, elle est un peu floue, mais ça c'est maman, mais papa. Est-ce que tu les reconnais tous là? Oui, François, Michel, Hélène, et ça c'est Martine. Je n'avais pas reçu. Monsieur. Le papa et la petite famille. Mais l'image de la petite famille est un peu floue. Vous prenez là? Et ça, c'est le papa. C'était leur papa. Angela est elle aussi une victime de cet exil forcé des petits Réunionnais. Car dans cette histoire, il n'y a pas que les enfants qui ont souffert, mais aussi les parents à qui l'on a menti et arraché leurs petits. C'est moi qui étais allée leur demander du secours. Mais du secours, ils ne m'ont pas donné. Ils m'ont dit, si vous ne pouvez pas les élever tous, mais je dis, madame, je ne peux pas faire mes 3 petits-enfants dans la maison et aller travailler un grand journalier. Avant, c'était comme ça. Elle m'a dit, vous les donnez comme ça, vous nous les abandonnez. Je croyais qu'à la longue, un jour, on m'aurait rendu. On m'a seulement dit, ne vous inquiétez pas, ils vont avoir tout ce qu'il leur faut, ils vont manger à leur faim, c'est tout, ne vous inquiétez pas. Voilà la ligne, comme ça. Et un jour, je suis allée voir, il n'y avait plus personne. C'est cruel, ce qu'ils ont fait. J'ai entendu un vieux un jour dire ça, dans la mer, les gros. Manger les petits, nous on était les petits, on ne pouvait pas se révolter, dire non, tout ça. Ce qu'on demande, nous, tout simplement, c'est de pouvoir avoir leur identité. Oui. D'avoir de leurs nouvelles. Et de les retrouver. Oui. Ne serait-ce les voir une fois, rencontrer, les voir. Ce matin, c'est le jour tant attendu pour Magali et Jean-Thierry. S'ils ont fait ce long voyage, c'est pour ce rendez-vous au Conseil général. Ils espèrent obtenir des noms ou des pistes pour recomposer leur passé fantôme. Ce qu'on fait ici au Conseil général, c'est qu'on va retirer nos dossiers. On va faire la demande des dossiers de ce qui s'est passé à La Réunion, où l'on était. J'espère qu'on pourra avoir les dossiers. D'après ce que j'ai compris, il y a assez de démarches faites pour que les dossiers soient délivrés. Mais maintenant, on n'est jamais sûr de rien. Cela fait des années qu'ils attendent cet instant. À quelques minutes de commencer l'entretien, l'inquiétude se fait sentir. Donc c'est vraiment dans l'heure du temps. Oui. Moi, je suis Magali, je suis sa petite fille. Heureusement, elle est dynamique, là, elle a voyagé exprès pour venir m'aider. C'est bien de voir des petits-enfants qui sont dans cette démarche-là aussi. Oui. J'ai 2 sœurs, une petite Patricia et une grande Jessie. En fait, au niveau des archives départementales, on nous avait dit que voilà, il fallait chercher 3 dossiers, le dossier Chiroux, mais on nous a pas donné les noms des enfants. Ah. D'accord. Bon, moi, j'ai pas le bon dossier là, j'ai le dossier de votre sœur. Parce que là, c'est une copie du dossier. Mauvaise nouvelle pour Jean-Thierry. Il y a une erreur dans les dossiers. Il devra revenir. C'est au tour de Magali et Angela, mais leur entretien ne commence pas mieux. Ils sont partis quand? Ils ont quitté quand? La Réunion, Marie-Thérèse. Et depuis, j'ai plus revu la trace.
Ils ont été adoptés dans les années 70. Par contre, je n'ai pas, moi, les dates de départ de la Réunion. Il n'y a pas d'éléments, il n'y a pas d'informations, en fait. C'est-à-dire, on ne sait pas dans quelles conditions ils ont voyagé. Ah bon? Oui. Aucune information. Pour Magali et sa grand-mère, c'est une déception. Elles insistent pour consulter les dossiers, mais sans succès. Nous, on ne peut pas donner les informations si les jeunes aujourd'hui adoptés, voilà, et devenus adultes, ils ne font pas la démarche. D'accord? Moi, ce que je sais, c'est que les filles, elles ont essayé de remonter dans leurs origines, mais qu'apparemment, elles s'étaient heurtées à des... Alors, il y a une fille aujourd'hui, en fait, qui nous a écrit, parce qu'elle avait demandé en 1999 l'accès à son dossier. La commission les avait prévenus. La loi ne leur permet pas de consulter les dossiers de leurs proches. Seul un miracle pourrait les aider, et il va se produire. Martine, elle a également écrit, attendez, je vous dis ça, c'était en... Alors, j'ai regardé, c'est à peu près à la même période, en 99. Et ce qu'elle a écrit, par contre, elle, je peux vous lire le courrier si vous le souhaitez. Oui. Elle a dit « Je désire laisser mes coordonnées et un message. Je vous prie de les communiquer à toute personne qui viendrait en quête de nouvelles d'un des membres de cette famille dispersée. En cas de changement d'adresse, je vous le ferai savoir. J'ai espoir que ma demande aboutira un jour. Qui sait? Je voudrais aussi laisser ce petit mot à leur intention. » Donc, elle, c'est la seule qui a dit qu'elle était d'accord. Si un des membres de sa famille se manifestait, qu'on communique ses coordonnées. Ça me prend aussi à le cœur. C'est normal, ça. C'est une surprise totale. Je ne m'attendais pas à avoir un courrier, à avoir une identité. Et là, franchement, c'est un grand pas aujourd'hui. Oui. Moi, j'ai trop d'émotions parce qu'en fait, j'attends ça depuis longtemps, de mettre un nom, et là, j'en ai un. Ça fait un moment que... C'est émouvant. Oui, son papa est allé à la recherche de ses petits soeurs et frères. Magali a désormais l'identité d'une de ses tantes. Ici, tout le monde partage son émotion, même Jean-Thierry, qui lui repart frustré. Ouais, mais elle y habite. Pour l'instant, je n'ai rien, moi. Mon dossier n'est pas... Le dossier personnel, l'original, n'a pas été transmis. Il aurait fallu que je fasse une demande en mon nom, je ne le savais pas. Et pour l'instant, je n'ai aucun élément concernant mon enfance. Je suis déçu. J'attends que la prochaine rencontre, où j'aurai beaucoup plus d'éléments, j'attends. Mais Jean-Thierry n'a pas dit son dernier mot. Il le sent, comme des souvenirs lointains inscrits dans sa chair. Sur cette île, quelque part, quelqu'un doit le connaître. Cette terre sur laquelle il a joué, ri, usé son enfance au soleil jusqu'à l'âge de 7 ans. Alors, pour retrouver ses racines, Jean-Thierry a lancé un appel à témoins sur une télévision locale. Ma mère, entre autres, qui s'appelle, si je me souviens bien, Marie-Thérèse Galmard, et un demi-frère, Johnny Galmard, qui habite à Belmen, dans les Hauts-de-Saint-Paul. Si des personnes les connaissent, j'aimerais bien que le message soit transmis. Si elles veulent se manifester, ça me ferait... Vous leur lancez un appel ce soir? Je leur lance un appel ce soir. Peut-être que cette famille nous regarde actuellement. Et le vœu de Jean-Thierry va être exaucé. Le lendemain, il découvre, comme il l'espérait, qu'il a de la famille sur les hauteurs de Saint-Denis. Une tante et une cousine ont vu le journal télévisé et se sont manifestées. Après 50 ans d'exil, Jean-Thierry a rendez-vous chez elle. Enfin. Oh, purée. C'est possible. C'est possible. On va aller voir maman? Ouais, d'accord. Ok. Putain, mais tu ressembles à ma soeur Patricia. C'est pas vrai. Ben ouais.
C'est bizarre, depuis que je suis arrivé, putain. Ça a dû être tout... déjà, pour nous, ça a été tout un chamboulement. Et donc pour toi, ça a dû être... Ben, tu vois, les souvenirs de la Réunion, moi, j'ai rien, quoi. J'ai pas grand-chose, à part... Pas grand-chose. À part quelques rues de Saint-Denis, on était habités avec... Et sur le pont, sur le pont, ça te dit rien? Non, ça me dit rien. T'as pas du tout de souvenirs quand tu pouvais jouer avec tes cousins du tout. Tu as vu ailleurs voilà. Jean-Jacques, maintenant, on ne veut pas être... Non, on sentait tes voix. Mais ainsi, tu sais, toi, non, c'est-à-dire moi, avec ta maman, les mêmes années, 1936, elle avait 80 ans, 17 mai, et moi, elle a 80 ans, le 6 octobre. Toi, quel âge, toi? 56 ans? 56 ans. Et quel mois tu es né, toi? Mois de mai. Mai, comme mai. ta maman, 18 mai, ouais. Ta maman, 17 mai. D'accord. Toi, t'es petit comme ça. Je me souviens bien, je viens bien ton vie, là. Tu as des photos où j'étais petit Ah non, toi, moi, pas de photo. On n'a pas du tout photo. D'accord. Du tout. Ah, tu voulais Marie-Thérèse, là, ta mère. Ah oui. Voilà ta mère. Allez, prends-toi, regarde bien. Elle ressemble à Patricia, c'est ça. J'ai jamais vu sa maman. C'est la première fois que je la vois. Sa maman. Eh bien. Voilà. Tu vois. Merci. Eh là. Et ça. Alors ta mère, ça donne pas des sous à Paris, ça, hein, ta mère. D'accord. Tu vois. Tu te sens plus réunionnais maintenant ou pas? Quelques jours. C'est difficile à dire, en fait. Il y a beaucoup d'impressions qui arrivent comme ça. Et il faut du temps pour assimiler tout ça. Je suis venu chercher des réponses à mon enfance, j'en ai trouvé. Il faudra du temps pour s'y habituer, pour retrouver la vie, retrouver les émotions, retrouver les liens, reconstruire les liens, tout cela. C'est une cicatrice qui se fait pas si facilement. Non. Pour Jean Thierry, comme pour Magali, ce voyage s'achève sur une promesse d'un nouveau départ, celui d'un passé rafistolé qui comble un peu ce vide qui les habite. En 2018, la commission rendra ses conclusions et proposera des actions pour aider tous ces déracinés, pour que leur histoire ne se termine pas, comme elle a débuté 50 ans plus tôt, dans la discrétion et l'indifférence. Marlène, Marie-Jeanne, Jean-Charles et tant d'autres sont impatients. Je voudrais savoir mon vécu et tout quand j'étais petit, tout ça. Trouver quelqu'un qui puisse me le raconter. La vie de ma mère et tout. Je passe pas une journée sans penser à mon île. Pas une. D'où je viens. Pas une journée. Pas une journée. Moi, je vis avec. Je partirai comme ça.